Suite à la mort de George Floyd, les villes américaines sont à feu et à sang, et les associations de gauche et d'extrême gauche, la gauchiasse, appellent à la haine raciale, à la guerre raciale contre l'homme blanc, bien évidemment, responsable de tous les crimes de l'univers, et qu'il doit payer, qu'il doit disparaître. Il faut l'exterminer, c'est une incitation à la haine. Alors, moi je pose la question, que font les politiques ? Que font les juges, que font les procureurs, que font les commissaires face à ces associations qui sont également très actives en France et en Europe, qui appellent à l'incitation à la haine en raison de la race. On ne les voit pas beaucoup se prononcer, ces associations, on ne les voit pas beaucoup prononcer ces politiques. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en déconfinement, ils sont tous partis à Marrakech sodomiser des gamins, pénétrer la culture arabe comme on dit. Voilà où on en est aujourd'hui. Les associations antiracistes, bien évidemment, sont là pour faire la promotion du racisme. C'était le cas dans les années 80 par l'incroyable SOS Racisme, qui a consisté en fait à inventer un racisme qui en France n'existait pas. SOS Racisme, c'est Sauvons le racisme, bien évidemment. Et en expliquant que les Français étaient d'ignobles racistes, eh bien, on a fini par agacer quelque peu l'autochtone. Et l'autochtone a fini par voir d'un très mauvais œil ces populations allogènes envahissant son pays, envahissant son continent, bien évidemment. Donc SOS Racisme, c'est Sauvons le racisme, et toutes les associations de gauche et d'extrême gauche, toutes ces associations que j'appelle les associations parasitaires, les associations de la gauchiasse, aujourd'hui, non seulement appellent à la haine, et une haine qui est suivie des faits, qui est suivie d'émeutes, qui est suivie même de meurtres. Un policier à Las Vegas a été tiré par les cheveux de sa voiture et abattu d'une balle dans la tête en marge des manifestations. Et puis, il y a donc non seulement des blessés et des morts, mais également des millions de dollars de dégâts. L'État américain ne réglera pas le problème puisque l'État américain est le problème et la police américaine est le problème. Ce qui est scandaleux dans cette approche, c'est ces policiers et ces manifestants qui se mettent à genoux devant la gauchiasse. Ils ne seront récompensés que par des coups, ils ne seront récompensés que par du mépris, car on ne respecte que la force. On ne peut pas respecter les personnes qui se mettent à genoux devant vous pour vous faire des pipes, parce que symboliquement c'est ça. Les politiques, la justice, les associations sont naturellement en dessous de tout, et puis bien évidemment aussi les médias. Les médias qui vous expliquent que tout cela est tout à fait normal, que la police est tout à fait scandaleuse, que l'homme blanc naturellement est tout à fait scandaleux et doit être éliminé. De toute façon, c'est la finalité, c'est le but de l'opération. Des médias qui oublient de vous dire que 97% des Noirs américains sont agressés par d'autres Noirs ou par des Latinos. Que l'année dernière, 7 enfants blancs ont été abattus par des policiers noirs. Et que aucune association blanche, même suprémaciste, n'a appelé à l'émeute et n'a appelé à la haine contre le peuple noir américain. Donc ça, les journalistes oublieront de vous le dire, puisque les journalistes sont des catins, sont des tapineuses, sont là simplement pour vendre la propagande de l'oligarchie qui contrôle les médias. L'oligarchie qui en France est composée de Bolloré, de Lagardère, de Bouygues, de Dassault, de Xavier Niel, etc. De tous ces personnages qui possèdent l'ensemble des chaînes de télévision, de radio, et qui perdent de l'argent sur les médias, et qui perdent de l'argent pour faire la propagande de la parasitocratie, car la parasitocratie du sommet des oligarques est solidaire de la petite parasitocratie des migrants, qui elle-même est solidaire de la parasitocratie des ordures associatives, syndicales et politiques qui appellent à la guerre civile, qui appellent à la guerre raciale, qui appellent naturellement à la haine. Aujourd'hui, c'est tout à fait évident. Ce qui répond également à une question que beaucoup se posent, c'est à quoi servent les chaînes sur YouTube? Les chaînes sur YouTube servent à vous donner la bonne information, en tout cas un point de vue différent, un point de vue décalé des chaînes d'information ou d'information en continu. Moi, je ne vous dis pas de ne pas regarder la télévision, au contraire, regardez la télévision, comparez ce qui se fait par les professionnels, par les tapineuses professionnelles, et puis ce qui se fait également sur des chaînes comme la mienne, des chaînes alternatives, d'information alternative et d'analyse, surtout d'analyse politique. Pour entrer davantage dans le détail, il est évident que l'État
conduit systématiquement, toujours plus d'États, conduit systématiquement à toujours plus de guerres. C'était déjà le cas à l'époque de l'Union soviétique. Je vous rappelle que le fonctionnement de la société soviétique, c'est un tiers de la population dans les goulags, c'est-à-dire en prison, un tiers de la population dans la police ou dans la milice ou dans l'armée, et puis un troisième tiers d'esclaves dans les champs et dans les usines pour faire bouffer les deux autres tiers. C'est le fonctionnement de la société parfaite, de la société bolchevique. Et cette société est une société forcément en guerre, non pas parce que les idéaux du communisme étaient mauvais, les idéaux du communisme sont très bons, à l'échelle familiale, à l'échelle d'un groupe d'apôtres, Jésus était communiste, en un sens. Mais le communisme est mauvais à l'échelle globale, et surtout, le communisme étatique. C'est l'État qui conduit systématiquement à la guerre, et à la guerre des Russes contre les Russes. Le drame des peuples soviétiques, c'est d'avoir été massacrés, d'avoir été déportés, d'avoir été affamés par d'autres soviétiques. Dans l'Allemagne nationale-socialiste, l'idéal, une fois, de la valorisation de la culture allemande, voire de la race aryenne, n'est pas un problème en soi. Ce qui pose un problème, par contre, c'est la militarisation et la volonté d'écraser l'ensemble des peuples d'Europe dans une guerre totale, ce qui a abouti au même résultat que Napoléon, puisque, je le répète, Hitler est l'héritier à 100% de Napoléon. Il lui ressemble bien davantage que ce qu'on dit et que ce qu'on peut l'imaginer, et il a pratiqué quasiment la même guerre, une guerre à la fois contre l'Angleterre, contre la Russie, et il a échoué pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les peuples conquis sont traités en esclaves et ils finissent par se révolter et le système finit par s'écrouler. Plus surprenant, dans un pays comme les États-Unis, où dans la Constitution américaine, qui commence par "We the people", nous le peuple, et qui donne dans le premier amendement la liberté d'expression, dans le second amendement le droit de posséder des armes pour pouvoir se défendre aussi contre l'État, et bien même dans une constitution libérale comme la Constitution américaine, l'État a fini comme un cancer, comme un incendie, par se répandre au fil des siècles et au fil des décennies, pour aujourd'hui arriver à cet État monstrueux qui est présent militairement les États-Unis dans 57 pays dans le monde, qui reverse sur ses ennemis 28 000 tonnes de bombes par an, ce qui est absolument gigantesque, car ce sont des bombes en plus téléguidées, des bombes par GPS, donc extrêmement précises. C'est un pays également qui détient dans ses prisons 3 millions de ses citoyens. Sur 300 millions d'Américains, il y a quand même 3 millions d'Américains en prison, pour pas dire en camp de concentration. Et puis c'est un pays qui pratique le flicage systématique, à la fois des données, mais également le flicage des rues, au lieu de laisser les citoyens avoir cette capacité de porter des armes et de se défendre, car c'est le recul de la légitime défense qui a permis l'avancée de la police, de la justice, de l'administration pénitentiaire dans la vie des Américains. Aujourd'hui, vous ne devez plus vous défendre, vous devez en priorité appeler la police, et on aboutit à cette situation où vous avez des policiers à tous les coins de rue qui vont parfois commettre des bavures, parfois contre les Noirs, mais aussi parfois contre les Blancs, je le dis, je le répète. Au-delà de l'État, ce qui est très intéressant, c'est que les parasites, la gauchiasse parasitocrate, depuis un siècle que s'est mis en place, on va dire, l'étatisme total, la marche vers le socialisme et vers l'étatisme total, elle ne cesse d'appeler les prolétaires à lutter contre leurs patrons, d'appeler les croyants à lutter contre leur religion, d'appeler les femmes à lutter contre les hommes, d'appeler les homosexuels à lutter contre les hétérosexuels, d'appeler les juifs à lutter contre les goyim, et aujourd'hui d'appeler les noirs à lutter contre l'homme blanc et à vouloir exterminer l'homme blanc. Naturellement, tout cela va extrêmement mal finir, comme ça a mal fini à chaque fois. Alors, il est bien évident que ce sont des personnes qui sont logiques et intelligentes. Elles savent très bien que ce combat finira par échouer. Le combat des prolétaires contre les patrons a échoué lamentablement. Il vaut mieux être un prolétaire en Suisse plutôt qu'un prolétaire en Union soviétique, à l'époque de l'Union soviétique, aujourd'hui en Chine communiste. Il est évident que la lutte des femmes contre les hommes, dans les années 70, on a demandé aux femmes de se comporter comme les hommes, c'est-à-dire de baiser tout ce qui bouge, et dans les années 90-2000, on a demandé aux hommes de se comporter comme des femmes, c'est-à-dire d'être des secondes mamans. C'est l'homosexualisation généralisée. Tout cela a porté préjudice à tout le monde. Les prolétaires, ça leur a porté préjudice bien davantage qu'aux patrons. Mais dans une guerre, tout le monde est perdant, mais les prolétaires ont été bien davantage perdants. Les femmes ont été bien davantage perdants que les hommes dans cette lutte femmes contre hommes. Les juifs ont été bien davantage perdants que les goïs dans cette lutte trotskiste. Révoltez-vous, les goïs c'est de la merde, on va les taper. Ben oui, non, ça fonctionne pas, ça finit en salade de fruits. Choix abricot, choix ananas, voilà. Ça finit toujours très mal. Et maintenant,
on appelle le peuple noir à se révolter contre l'homme blanc, ça finira également très mal. Alors pourquoi cet appel systématique à la révolte? Pourquoi cette gauchiasse? Pourquoi cette parasitocratie incite-t-elle alors qu'elle sait qu'elle ne peut pas réussir? Eh bien parce que c'est la justification de son existence économique. C'est que les syndicats, les associations, les partis politiques et leurs membres ne vivent que grâce à ce combat. Tant que ce combat existe, et le jour où un combat est terminé, on passe à un autre combat. Très récemment, nous avions également le combat de ceux qui ont une voiture, de ceux qui n'ont pas de voiture contre ceux qui en ont une, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Ça relève toujours de la même logique. Tant qu'il y a un combat, même si c'est un combat perdu d'avance, même si c'est un combat qui va très mal finir, même si c'est un combat qui va finir en guerre raciale et en guerre génocidaire, parce que malheureusement, ça risque de finir comme ça, car l'homme blanc va se défendre. Hein, c'est malheureusement ce qui va se passer. Donc à la sortie, ça finira très très mal pour tout le monde, et tout le monde sera perdant, je le dis, je le répète, mais les Noirs qui se révoltent contre les Blancs et qui veulent tuer les Blancs, ça sera encore plus préjudiciable pour eux à la sortie. Mais tant qu'on est dans le combat, eh bien les associations ont de l'argent, l'État peut exister, les fonctionnaires, les politiques, les juges, les magistrats, les policiers qui sont partie prenante de ce combat, eh bien pourront mener une existence sans travailler, car naturellement ce sont des personnes qui sont j'ai presque envie de dire génétiquement parasitaires, intrinsèquement parasitaires, qui sont incapables de vendre un vrai produit ou un vrai service à de vrais consommateurs, qui ne voient la vie économique que comme une vie de parasite. C'est pourquoi tuer les parasites, tuer la gauchiasse, n'est pas, selon moi, une métaphore. C'est au sens littéral, car autant les parasites, la gauchiasse a besoin de nous, autant nous n'avons pas besoin d'elle. Et on peut ajouter, si vous êtes aujourd'hui un noir, une femme ou un prolétaire, vous avez intérêt à vous débarrasser en priorité de cette gauchiasse et de ces parasitocrates qui ne font pas votre bonheur et qui sont au contraire là pour faire votre malheur fondamentalement, et ne pas vous laisser manipuler. Alors c'est ce qui se passe, car aujourd'hui vous avez par exemple des Noirs aux États-Unis qui se révoltent. Ils vont également casser la gueule aux petits blancs de gauche, aux petits blancs associatifs de gauche ou aux journalistes de gauche. Alors on voit pas tellement ça à la télévision parce qu'ils osent pas trop le montrer, mais si vous creusez un petit peu sur Internet, vous allez voir combien. Mais c'est ce qui se passe aussi à la jungle de Calais, les petites associations de gauche et d'extrême gauche qui viennent aider les migrants, les femmes qui rentrent là-dedans se font violer, se font casser la gueule. Se font ouvrir à coups de couteau. Voilà, on n'en parle pas trop, mais ça c'est la réalité. C'est la réalité de la violence qui se retourne contre les pauvres culs qui sont venus mettre un genou à terre. Parce que c'est comme ça que ça se passe. La solution, c'est Consul Aubenas, à terme. C'est liberté, égalité, fraternité, liberté d'expression sans limite. Égalité en droit, c'est-à-dire que les hommes politiques n'ont pas à avoir des droits supérieurs aux simples citoyens. Le citoyen doit avoir la capacité juridique de se défendre en légitime défense, de porter une arme et de se défendre s'il est agressé. Donc on n'a pas besoin de l'État fondamentalement pour cela. Égalité en droit, c'est extrêmement important. Et fraternité. Fraternité, ça veut dire que les peuples allogènes qui sont venus en Europe ont vocation à repartir. C'est ce qu'on appelle la remigration. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas ou qu'on les déteste, mais cela signifie que un bon divorce est préférable à un mauvais mariage, et il n'y a pas d'avenir pour cette société à la fois multiraciale et forcément multiraciste. Je rappelle que tous les pays multiculturels, regardez le Liban, regardez l'Irak, regardez la Syrie, regardez la Bosnie-Herzégovine, ont fini en guerre civile. Et c'est ce qui arrivera dans un pays comme la France, une guerre civile qui est souvent alimentée aussi par des puissances étrangères. C'est ce qu'on a connu en France à la fin du Moyen-Âge, lors des guerres entre les Armagnacs et les Bourguignons, les Armagnacs soutenus par le roi d'Espagne, les Bourguignons soutenus par le roi d'Angleterre. C'est ce qu'on a connu fondamentalement en Irak et en Syrie, avec d'un côté des milices chiites soutenues par l'Iran et d'autre côté des milices sunnites soutenues par l'Arabie Saoudite. Donc il y a toujours des puissances extérieures qui alimentent. Et dans un pays comme la France, vous aurez des puissances extérieures, des Russes qui vont soutenir les mouvements patriotes et les mouvements nationalistes, et les Anglo-Américains sataniques qui vont soutenir la gauchiasse. Donc la France si on ne fait rien et si on ne se mobilise pas, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, sera dans la situation actuelle de l'Irak ou de la Syrie. C'est le destin. La France, c'est le pays des guerres civiles, fondamentalement, historiquement. Et les puissances étrangères seront là pour alimenter cette guerre civile, pour armer, pour fournir des armes, etc. Donc il y aura 10 millions de morts. Ça va très très mal se passer, ça va très mal se terminer. Mais c'est malheureusement le destin des nations qui ont mis un genou à terre.
comme les petits manifestants et comme les petits policiers aujourd'hui. Nous sommes des francs, nous ne sommes pas des soumis, nous ne mettons pas un genou à terre. Voilà. Et donc nous anticipons le pire pour justement réserver le meilleur. La révolution amènera dans un pays comme la France, je l'ai déjà expliqué, minimum 100 000 exécutions. Dans la parasitocratie, il va falloir se débarrasser d'un très grand nombre de délinquants politiques, associatifs, syndicaux, également de délinquants de droit commun. Donc dans un pays comme la France, à l'échelle d'un pays de presque 70 millions d'habitants, 100 000 morts, c'est relativement peu. 100 000 exécutions, c'est le minimum syndical. Mais si on ne le fait pas, on aura 10 millions de morts dans une guerre à la syrienne. C'est malheureusement la perspective qui est aujourd'hui une réalité, en tout cas qui pourrait être une réalité dans les années à venir. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.